Il y a eu des études qui ont prouvé que une personne qui est soignée, donc qui reçoit les traitements contre l'infection à VIH, à un moment n'a plus le VIH dans ses liquides biologiques, donc ne transmet plus le VIH. Donc quand le traitement est bien pris, la maman ne peut pas transmettre le VIH à son enfant, ni pendant la grossesse, ni pendant l'accouchement, ni pendant l'allaitement. Et donc, nous sommes dit, d'abord, nous avons remarqué que dans les pays développés, il n'y a plus de transmission mère-enfant du VIH. Simplement parce que toutes les femmes sont dépistées à leur grossesse et quand elles sont positives, elles reçoivent le traitement et ne le transmettent plus à leur enfant. Et donc, nous aussi, on s'est dit, on a l'ambition vraiment d'éliminer cette transmission au Sénégal parce que c'est vraiment une des stratégies normalement la plus facile théoriquement, mais surtout c'est une stratégie qui est à la portée, qui est à notre portée. Mais pour cela, il y a des préalables à régler. C'est-à-dire au Sénégal, il faut que les femmes en âge de procréer aient ces informations. Il faut que toutes les femmes qui sont en grossesse aillent en consultation prénatale. Il faut que toutes les femmes qui viennent en consultation prénatale reçoivent le test, en tout cas soient dépistées pour le VIH, et que les femmes dépistées VIH sont traitées. Vous voyez, il y a tellement de si, et à chaque si, on peut perdre des femmes. C'est pour ça que nous avons mis en place un programme avec le ministère de la Santé, à travers ses départements santé, mère-enfant, mais aussi division de lutte contre le sida, pour asseoir un programme pour justement éliminer cette transmission mère-enfant du VIH. C'est possible, à condition que les femmes enceintes soient dépistées et soient traitées. De manière générale, le Sénégal a... je rappelle déjà que le Sénégal, dès le premier cas en 1986, avait institutionnalisé la lutte contre le sida en mettant en place un programme national de lutte. Et ce programme définit des plans stratégiques pour décliner les interventions que nous faisons sur la prévention et sur la prise en charge. Le Sénégal a eu accès aux antirétroviraux, c'est les médicaments vraiment qui soignent le sida en 1998. Et depuis lors, nous faisons tout pour avoir des financements pour acheter encore plus de médicaments pour la plupart des patients. Aujourd'hui, au Sénégal, nous pouvons dire que près de 37 000 personnes vivant avec le VIH sont en train d'être traitées au Sénégal. Donc cela fait autour de peut-être plus de 80 personnes. Donc nous avons des indicateurs à suivre pour améliorer notre programme. Et l'indicateur que tout le monde connaît, c'est les cibles de l'ONU-SIDA pour 2030, c'est que 95% des personnes qui vivent avec le VIH doivent être dépistées dans les pays. 95% des personnes dépistées doivent être mises sous traitement et 95% des personnes mises sous traitement ne doivent plus transmettre la maladie, donc doivent avoir une charge virale qui est indétectable. Au Sénégal, nous sommes à 85% des personnes qui sont dépistées, mais à plus de 93% des personnes dépistées qui sont mises sous traitement et presque 100% des personnes mises sous traitement ne transmettent plus la maladie si elles prennent leurs médicaments gratuitement, donc régulièrement. Donc vous voyez que en termes de traitement, nous avons de bons résultats. Maintenant, de manière globale, quand on regarde la riposte au sida au Sénégal, la situation du sida précisément, nous pouvons dire que le sida est faible au Sénégal. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Elle est faible parce qu'elle est la prévalence, c'est-à-dire globalement le pourcentage de personnes qui vivent avec le VIH, c'est 0,3%. Mais cela cache des réalités. Nous voyons qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Nous voyons qu'il y a des nouvelles infections qui viennent chaque année. Et que depuis 2019-2020, du temps de la Covid,
nous avons vu que les nouvelles infections augmentent dans toutes les tranches d'âge. Il y a quelque temps, on disait chez les jeunes, mais là, on a remarqué que c'est dans toutes les tranches d'âge, sauf chez les enfants. Ça veut dire peut-être que notre programme de prévention de la transmission mère-enfant marche, mais il y a des personnes qui sont en train de se contaminer autrement, peut-être par voie sexuelle, on pense le plus souvent, et donc c'est souvent des jeunes et des jeunes adultes. Donc les nouvelles infections à VIH sont en train de revenir à travers les jeunes et les jeunes adultes, et ça c'est un défi, hein, c'est un défi pour nous. Donc de manière globale, le sida est faible dans la population générale, concentré dans des groupes à haut risque. Voilà, il y a des groupes dans lesquels le sida est très élevé. Par exemple, le groupe des hommes qui ont des relations avec des hommes, le sida est très élevé dans ces groupes-là. Chez les femmes travailleuses du sexe, c'est très élevé parce que c'est 6%, mais c'est en baisse parce que c'était 18%, maintenant ça arrive à 6%. On voit aussi le VIH chez les groupes des consommateurs de drogue, surtout ceux qui s'injectent la drogue. Donc, c'est des populations extrêmement vulnérables, marginalisées, dans lesquelles nous voyons le VIH. Les défis sont je peux regrouper les défis de 3 ordres. Premièrement, le défi programmatique, ce que je suis en train d'expliquer, que nous suivons, c'est-à-dire les nouvelles infections qui reviennent. Ça veut dire qu'il faut repositionner la prévention, il faut investir dans des programmes de prévention pour protéger les jeunes et pour éliminer la transmission mère-enfant. Il faut faire en sorte que toute personne ici au Sénégal qui a le VIH soit dépistée et mise sous traitement. Donc ça veut dire qu'il faut que les traitements existent et que les traitements restent durables. Parce que le traitement du VIH, c'est un traitement à vie. Ça veut dire que nous avons 37 000 personnes qui sont sous traitement. Nous voulons mettre les 47 000 sous traitement, parce qu'il y a au Sénégal 47 000 estimations de 47 000 personnes qui vivent avec le VIH. Nous voulons les mettre tous sous traitement. Et ils doivent être sous traitement de façon durable et peut-être toute leur vie. Ça veut dire que les financements pour le traitement doivent être pérennisés toute la vie. Il y a, donc j'ai parlé de la transmission mère-enfant, du repositionnement de la prévention et des traitements. Donc ça, c'est vraiment nos défis programmatiques. Maintenant, le deuxième défi, c'est les financements. Donc j'en ai parlé tantôt. Il faudrait que les financements de la lutte contre le sida ne dépendent pas seulement de partenaires internationaux. Si on veut soigner sa population de façon durable, il faut aussi des ressources endogènes, il faut des ressources domestiques. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile en ce moment pour notre pays, mais il faudrait que nous pensions à une feuille de route pour en tout cas avoir des ressources pérennes pour la lutte contre le sida. Le troisième défi, c'est la stigmatisation et la discrimination. Vous savez, le sida n'est pas très visible au Sénégal. Et la conséquence, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas vraiment mis un visage humain sur le VIH. Donc, ils imaginent des choses, que c'est des personnes qui doivent être peut-être très cachetiques, etc. Et il y a beaucoup de préjugés liés au VIH qui font que les personnes vivant avec le VIH vont se cacher. Ils ne peuvent pas se montrer, elles ne peuvent pas se montrer. Et donc, je pense que le défi à relever, c'est de faire en sorte que le sida soit banalisé, que les gens comprennent que c'est une maladie comme une autre maladie. Mais pour cela, il faut que les personnes vivant avec le VIH acceptent de parler au public, de faire des interviews comme ce que je fais, pour montrer, pour que les gens puissent mettre un visage humain sur le VIH. L'autre chose, j'ai dit tantôt que les personnes les plus vulnérables pour le VIH sont des personnes souvent marginalisées dans nos sociétés. Donc, il faut faire en sorte que les services que nous offrons leur soient accessibles. Et pour cela, il faut des services qui respectent leurs droits. Des services vraiment en qui ils ont confiance pour pouvoir venir. Donc,
venir, ne pas être stigmatisé, ne pas être montré du doigt parce que tu as telle activité, par exemple. Donc, il faudrait des services, nous pensons, qui sont respectueux, en tout cas, des droits des personnes. Dans l'immédiat, nous ne craignons pas beaucoup pour les traitements. C'est dans l'immédiat. Mais dans le moyen terme et le long terme, nous savons que le Fonds mondial est financé à 40%, en tout cas à plus de 30%, 40% je crois, par le gouvernement américain. Et donc, si le gouvernement américain se retire du Fonds mondial, le Fonds mondial ne pourra plus continuer à soutenir les pays comme avant. Voilà, donc oui, nous avons des craintes parce que c'est un traitement à vie et donc jusqu'en 2026, nous avons sécurisé les traitements pour nos patients, mais au-delà de 2026, nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Et donc, si le Fonds mondial s'arrête, le gouvernement américain retire ses financements du Fonds mondial, comme il l'a fait de l'ONU-SIDA et de l'OMS, donc nous pouvons craindre pour les traitements. La campagne « Prenons un enfant par la main », moi, c'est mon programme préféré. Parce que nous avions remarqué que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les traitements sont disponibles au Sénégal. Et nous avons de bons résultats dans la prise en charge des adultes. Nous avons plus de 90% des adultes qui sont dépistés et qui prennent leur traitement. Mais chez les enfants, il y avait un gap qui nous inquiétait. Ils ne sont pas nombreux, les enfants. À l'époque, on les estimait à 4000 enfants. Maintenant, c'est moins, 2800 et quelque chose. Mais à l'époque, on estimait qu'il n'y avait pas beaucoup d'enfants, mais que seulement 46% des enfants étaient dépistés et traités. Donc, on s'est dit, il y a un problème. Parce que si nous avons 90% des adultes qui sont traités, 46% des enfants qui sont traités, il y a un problème. Parce que les enfants sont les enfants des adultes qui sont traités. Pourquoi les adultes viennent et n'amènent pas les enfants? Alors nous avions fait à l'époque une étude pour comprendre, une étude socio-anthropologique nommée Emprise, pour comprendre ce qui se passe chez les enfants. Et nous avions à l'époque vu que d'abord les enfants qui viennent se traiter sont souvent, à 50%, c'était des orphelins. Ils avaient perdu un parent. C'était des enfants qui étaient pris en charge dans la maison par peut-être le plus volontaire de leurs parents, mais qui n'était pas forcément le plus riche. Donc ces problèmes, ces enfants vivaient un problème de pauvreté. Et donc, l'autre chose qu'on avait remarqué, c'est que même les 46 enfants qui venaient se faire dépister, quand on les traitait, seulement la moitié guérissait et l'autre moitié décédait. Donc c'était quand même dramatique. Alors, quand on a vu que les déterminants, les facteurs en tout cas qui expliquaient ces conditions de non-guérison, de décès, étaient liés seulement à des facteurs socio-économiques. Les enfants, les traitements sont disponibles, achetés par le gouvernement, donnés gratuitement, les médecins sont là, les pédiatres sont là, mais les enfants ne guérissent pas. Pourquoi? À cause de la pauvreté. Alors, on s'est dit, il faut qu'on fasse appel à la solidarité des Sénégalais. Alors nous avons imaginé le programme « Prenons un enfant par la main ». On s'est dit, si chaque Sénégalais prend un enfant vivant avec le VIH par la main pour l'aider, comme on aide quelqu'un à traverser quelque chose dont il a peur, ou comme on aide un enfant à traverser la rue. Donc on s'est dit, si chaque Sénégalais décidait de prendre un enfant par la main, aider les enfants vivant avec le VIH à grandir, à aller à l'école sans sida. Donc ça consiste en quoi? Nous avons donc fait une campagne. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui viennent verser. La semaine dernière, c'est le réseau des personnes vivant avec le VIH qui est venu nous verser plus de 600 000 parce qu'après une émission comme ça, des bonnes volontés
on donnait à la présidente de l'association 500 000 plus 160 000, c'était donc 660 000, et elle est venue verser ça au niveau du programme pour dans le cadre de Prenons un enfant par la main. Donc on a fait appel à la générosité des Sénégalais et beaucoup de gens ont répondu. Et jusqu'à présent, l'année dernière, nous avons eu, en 2024, c'est dans notre rapport, nous avons reçu 20 millions. Voilà. Et dans ces Sénégalais, il y a aussi les acteurs de la lutte contre le sida, il y a le personnel du CNLS. Nous, ce qu'on fait, c'est chaque fin d'année, dans le salaire du 31 décembre, chacun fait une profession de don, donc une promesse de don. Donc tu dis, je donne, c'est de 300 000 à 10 000 francs. Donc selon ce que tu veux donner, tu signes, tu dis qu'on peut prélever tel montant dans mon salaire pour les enfants vivant avec le VIH. Donc on a reçu aussi des dons de Sénégalais de l'extérieur, de la diaspora. Nous avons été un moment freinés un peu par la Covid parce qu'on avait lancé le programme en 2019. Après, il y a eu la Covid, ensuite nous l'avons repris. Mais jusqu'à présent, nous avons des financements que nous distribuons dans les régions aux associations de personnes vivant avec le VIH et aussi au site de prise en charge des enfants. Et avec cet argent-là, vraiment, on ne fait pas de mission, on ne paye pas de mission. C'est juste tout ce qu'on achète avec cet argent-là, c'est pour les enfants. C'est le remboursement de transport quand ils viennent à l'hôpital. C'est une collation quand ils viennent dans les services de prise en charge. Parce que ce qui arrive, c'est que on peut donner rendez-vous à un enfant à 8 heures, mais le médecin a tellement de patients qu'il va le voir à 10 heures ou à midi. Donc si l'enfant n'a pas pris son petit déjeuner, c'est difficile pour lui. Donc on achète une collation et aussi on fait un appui nutritionnel. L'appui nutritionnel, c'est vraiment un lot d'aliments que nous donnons à la famille, pour l'enfant. Mais même si les autres enfants de la famille l'utilisent, ce n'est pas grave. Nous, on se dit, si c'est un moyen pour qu'on amène l'enfant à l'hôpital, si c'est la seule raison, nous, ça nous convient. L'essentiel, c'est qu'on nous amène cet enfant et qu'on lui donne son médicament. Voilà. Donc, c'est ça le programme Prenons un enfant par la main. Donc, il y a deux indicateurs. Si on parle en termes de nombre de personnes vivant avec le VIH, c'est Dakar. Parce qu'il y a plus de personnes, comme c'est un pourcentage, la population de Dakar est plus grande. Donc, on applique un pourcentage même faible, il y aura plus de patients. Donc, Dakar, Thiès, après Kolda, Ziguinchor. Maintenant, en termes de prévalence, le pourcentage de personnes, c'est les régions du sud et du sud-est. Donc, Kolda, Ziguinchor, Est, Kédougou, centre un peu, Kaffrine, Kaolack. Donc, c'est des régions et la vulnérabilité de ces régions, elle est multifactorielle. Il y a quelque chose que toutes nos régions partagent, c'est les facteurs socio-économiques. Hein. Il y a la pauvreté. On sait que la pauvreté est vraiment le lit du sida. Mais c'est surtout la transfrontalité. Parce que ces régions que j'ai citées ont toutes des frontières avec des régions où il y a plus de VIH qu'au Sénégal. Vous voyez, Kolda a une frontière avec Guinée-Bissau, qui a beaucoup plus de VIH que... Je pense que la région de Guinée-Bissau, qui est frontalière avec Kolda, a une prévalence autour, à l'époque, de 6%. Vous voyez un peu. La Gambie a une prévalence supérieure à celle qu'on trouve au Sénégal. Donc c'est un facteur, la transfrontalité. Il y a aussi les activités économiques. Les régions centres, c'est surtout les populations mobiles, les camionneurs, etc. Donc, quand il y a de l'argent, de la mobilité, des gens qui vivent en dehors de leur milieu familial, il y a des brassages qui peuvent... à Kédougou, c'est la zone aurifère où il y a toutes les nationalités qui se retrouvent là-bas et donc quand il y a de l'argent, il y a un appel des femmes travailleuses du sexe et tout. Et voilà, donc c'est des facteurs qui rendent vulnérables certaines régions et les facteurs les plus fréquents, c'est, je l'ai dit, socio-économique, c'est la transfrontalité et quelques autres facteurs de vulnérabilité.
aux jeunes, ce que je dois dire, c'est que le sida existe et que c'est une maladie grave. Malgré tout ce que je dis, il y a des traitements, mais le sida reste quand même une maladie grave. Quand on ne se dépiste pas, quand on tombe malade et qu'on ne se soigne pas, on risque de mourir du sida. Les gens meurent toujours du sida parce que ça reste une maladie grave. Donc ce que je dis aux jeunes, c'est de s'informer, c'est de se dépister s'ils ont des doutes, c'est de se protéger du sida parce que tout ça est possible. On peut se protéger du sida avec des médicaments, on peut se protéger du sida avec les préservatifs, on peut se protéger du sida avec l'abstinence. Donc pour nous, l'essentiel, c'est de ne pas attraper le sida. Chacun fait ce qu'il veut parce que nous, notre rôle, c'est pas de juger les choix des gens. Donc le sida existe, risque de revenir, donc les jeunes doivent se protéger et s'informer. Et donc les services sont disponibles, nous avons des lignes vertes pour... Si il y a l'air ouvert, les jeunes aiment bien passer par les plateformes digitales. Donc nous avons une plateforme l'air ouvert qui peut guider les jeunes. Pour les autorités, c'est de mettre le sida dans leurs priorités. Nous avons vu au début du sida que le sida s'attaque à la population active d'un pays. Donc, investir dans le sida, c'est investir dans la santé, mais c'est aussi investir dans le développement de son pays. Donc, nous faisons le plaidoyer pour que le sida soit encore dans l'agenda prioritaire du pays.